Oula, ça va pas fort toi. Bah non, tu sais, être obligé dès le matin de choisir entre la peste et le choléra. Ah non, mais écoute, hein, c'est comme ça. Je vais y aller quand même, je vais participer. C'est ça la démocratie, c'est le vote. Et allez, j'ai encore dit une bêtise. Ouais, quand même. Après, c'est une erreur très répandue, c'est vrai. Le vote, l'élection, c'est des rouages caractéristiques de notre démocratie. Bon, d'accord, mais ce ne sont pas des outils démocratiques. En fait, l'élection, c'est l'outil aristocratique par excellence. Vous distinguez les élections de la démocratie, mais dans le sens de démocratie directe. Dans l'histoire de la philosophie politique, entre autres, en Occident, dès l'Antiquité, mais avec la modernité aussi, avec des gens comme Spinoza, par exemple, ou Rousseau. Rousseau, c'est méconnu. Ils distinguent, et Montesquieu et d'autres, ils distinguent l'élection de la démocratie. Pour eux, l'élection, si on doit voter pour se nommer des maîtres, finalement des chefs, des dirigeants, c'est qu'on va identifier les meilleurs, logiquement. C'est qu'on considère que nous ne sommes pas tous égaux pour décider et on doit s'en nommer quelques-uns. Et donc, c'est un processus, l'élection est un processus aristocratique. Alors là, j'ai l'impression que tu vas me faire genre un cours magistral sur la Grèce antique. Bah, il faut ce qu'il faut. Alors, en effet, pour t'expliquer ça, on va revenir rapidement sur les origines de la démocratie. On va partir du postulat un peu abusif, mais somme toute classique, selon lequel la démocratie serait née en Grèce, dans un endroit un peu comme celui-là. C'est quoi? C'est genre le mur des lamentations? Non, c'est la Pnyx. C'est une colline à Athènes, juste en face de l'acropole. Une colline assez grande pour y réunir quelque chose comme 40 000 personnes. Un endroit où on cause, où on expose des problèmes. Par exemple, les barbares attaquent. Ou alors, tel général est un sagouin, foutons-le dehors. Mais aussi un endroit où on réfléchit, où on prend des décisions. Par exemple, bon, est-ce qu'on entre en guerre ou pas alors? Et puis parfois un endroit où on procède à des élections, notamment des élections de généraux. L'assemblée athénienne était appelée l'Ecclésia. Elle se réunissait sur la Pnyx 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. On pense que le mot Pnyx signifiait quelque chose comme « serrer ensemble ». C'était probablement lié au fait que lors des réunions de l'Ecclésia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. C'était pratique cette colline. C'était un peu l'équivalent d'une place publique aujourd'hui, un peu comme la place du Bourget. C'était l'occasion de rassembler tout le monde pour prendre les grandes décisions qui allaient engager toute la ville. Tout le monde? T'es sûr? En fait non, hein, c'est bien connu quand on dit les Athéniens, puisqu'il s'agit d'eux là, hein, pas de tous les Grecs. Quand on dit les Athéniens, donc on ne parle pas de tous les habitants d'Athènes à cette époque-là. Seulement les hommes libres autochtones. Ça veut dire que les femmes, les esclaves, les métèques, ah oui les métèques ça veut dire les étrangers si tu veux, et même certains pauvres, eh ben, tout cela ils n'avaient pas le statut de citoyen. Et donc ils ne participaient pas à la démocratie. Ou alors en tant que fonctionnaires à la limite. C'est le cas de certains esclaves. Ah ouais, du coup, la démocratie dès l'origine, c'est le gouvernement du petit nombre quoi. Ça a pas trop changé. Personne n'est parfait on va dire. D'autant que parmi les 10% de citoyens, il n'y en a qu'une partie qui était vraiment démocrate. Ceux-là, ils trouvaient que le pouvoir du peuple était plus intéressant que le pouvoir des meilleurs. Du coup, parmi les citoyens, dis-toi qu'il y en avait une bonne partie qui en fait était attachée à leurs privilèges de classe. Parce que oui, évidemment, les aristocrates, c'était plutôt les gens qui étaient plutôt riches, qui étaient plutôt de vieilles familles. Et pour cela, 10% du peuple qui décide, déjà c'était un peu trop. Ouais, les mecs de droite de l'époque quoi. Si tu veux, ouais. Mais t'as été au lycée toi, tu te rappelles de Platon, le philosophe, là, à la caverne, etc. Et ben lui, il était du parti aristocrate. Et même son tonton a fait partie d'un petit groupe de dictateurs aristocrates qui a été au pouvoir pendant quelques années. Bon d'accord, mais ces gars-là, ils étaient minoritaires alors. Bah pas au départ. La démocratie athénienne, elle est née des guerres civiles entre les deux partis, des guerres civiles qui se sont succédées, et puis elle est née de ce qu'on appellerait aujourd'hui des réformes constitutionnelles, pour amener le système politique vers de plus en plus de démocratie. C'est d'ailleurs souvent parce que le système marchait mal que les deux partis se foutaient sur la gueule et que la guerre civile elle était prête à péter, que les grands réformistes ils ont fait leur taf quoi. Enfin tout ça c'est pour te dire que la démocratie elle s'est pas faite en un jour, qu'elle n'a jamais été parfaite et que c'est pour ça que dès le départ elle a inclus dans son fonctionnement des trucs qui n'étaient pas très démocratiques, mais qui étaient en fait hérités du vieux système aristocratique, comme l'élection. En même temps, ça a un côté pratique l'élection.
Tu disais que les Athéniens, ils élisaient leur général. Ça paraît pas con. Attends, imagine, c'est moi qui suis tiré au sort comme général. On n'est pas dans la merde là. Ouais, t'as raison, c'est sûr. C'est vrai que pour choisir des gens qui ont besoin d'avoir une certaine expertise, l'élection, ça peut être pas mal finalement. Après, la différence qu'il y a entre l'élection d'un général athénien et celle d'un député ou d'une députée chez nous, c'est que d'abord, on pourrait dire que être député, ça demande pas d'être expert en fait. N'importe qui devrait pouvoir représenter le peuple. Et puis l'autre différence, c'est quand même que les généraux athéniens, ils étaient élus parce qu'ils avaient des compétences, mais s'ils faisaient la moindre bêtise, ils pouvaient être révoqués. Révoqués, exilés et perdre leurs droits civiques pendant 10 ans. À Athènes, sur l'acropole ou ses abords, les archéologues trouvent par milliers des ostracas. C'est ainsi que les Grecs appelaient ces pauvres objets, ces débris. Ça pouvait être un tesson de céramique ou un simple éclat de pierre, mais où ils avaient incisé le nom du magistrat, en règle générale, qu'ils voulaient exclure de la cité, qu'ils voulaient ostraciser, soit parce qu'il s'était montré trop important, soit parce qu'il s'était mal comporté. De quoi dissuader les élus fainéants ou les traîtres à leur mandat. Ah ouais, c'est pas mal ça en effet. Ouais, ça rejoint en fait ce qui a émergé pendant les Gilets jaunes avec le référendum révocatoire. Mais là, tu m'as fait un gros topo sur des choses qui se sont passées il y a 2500 ans. Mais ça m'explique pas pourquoi quelque chose d'aussi peu démocratique que l'élection est resté et même est devenu un des éléments les plus importants de notre République démocratique. C'est parce qu'on est dans un régime représentatif et pas dans un régime de démocratie directe. Du coup, plutôt que d'organiser la société de manière à ce que tous les citoyens, voire tous les habitants, encore mieux, discutent, se voient, confrontent leurs idées, leurs problèmes, leurs solutions et trouvent des outils pour résoudre les problèmes collectifs, comme sur la PNIX, c'est un petit groupe de gens qui le font. Le Parlement, quoi. C'est pour désigner ces gens-là qu'on utilise l'élection, mais l'élection, ça reste un outil. Et on aurait pu, ou on pourrait toujours d'ailleurs, utiliser un outil plus démocratique que ça. Par exemple, le tirage au sort. Les Athéniens, ils faisaient ça. Outre cette assemblée qui réunissait tous les citoyens sur la PNIX, ils avaient par exemple ce qu'ils appelaient un conseil, qui réunissait un nombre plus réduit de représentants qui étaient mandatés pour un temps donné, et ces représentants-là, ils étaient tirés au sort. Et pourquoi on fait pas ça, nous? Tirer au sort nos représentants? Les jurés d'assises au tribunal sont des sortes de représentants et ils ne sont pas élus. Ils sont tirés au sort. Pareil avec la fameuse convention citoyenne pour le climat, qui était une très bonne idée avant que Macron ne la mette sous le tapis. Les conventionnels étaient tirés au sort. C'est des gens comme tout le monde, c'est pas les députés qui ont été élus parce que leur but c'était d'être élus et après d'être encore réélus. Moi je vois pas de quel droit je suis là à me poser des questions sur la planète là comme un super. Oui non mais j'ai pas les compétences pour. A priori, tu dois pendant ces 3 semaines, enfin pendant ces temps-là, tu dois avoir les gens qui pensent à ça depuis 40 ans, qui sont à Greenpeace, qui sont dans les ministères, qui sortent de l'ENA, qui ont des et qui mettent ça dans nos mains. Nous sommes en octobre 2019. Les 150 tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat prennent leur quartier au Palais d'Iéna à Paris. Il y a une attente, le désir d'un changement de paradigme, une révolution institutionnelle, si tant est que ça existe. Pourquoi ne pas utiliser cet outil démocratique pour choisir nos représentants? C'est comme ça. C'est le résultat de décennies et de siècles de compromis historiques entre les divers partis républicains et monarchistes français. Ça marche comme ça peut. Mais t'as raison, ça peut sembler manquer de logique. Et d'ailleurs, pas mal de gens réclament plus de démocratie directe, plus de tirage au sort. Il y a même des chercheurs qui ont bossé là-dessus. Puis ça pourrait changer, il y en a qui le proposent. C'est vrai que ça va pas forcément de soi en tout cas. Faire marcher la démocratie avec un outil aristo, c'est pas GG sur le principe. C'est un peu comme de vouloir sauver la planète en faisant le tour du monde en avion pour faire ta conférence écolo. Ou alors comme de traverser le terrain solo en dribblant tout le monde sans faire la moindre passe et tu marques ou pas un but pour le bien de l'équipe. Bon. Mais attends, tu dis que le tirage au sort, c'est l'outil le plus démocratique. Mais il y en a un autre, non? Le référendum. Je veux dire, on pourrait carrément se passer de représentants si on décidait tout par référendum. Oula, attention, le référendum, c'est un outil de démocratie directe, c'est vrai. Mais il a quand même souvent été utilisé par des aristos populistes. Regarde, tiens, par exemple, récemment, il y a Vladimir Poutine là, qui a tenté d'organiser un référendum pour légitimer sa prise de guerre dans le Donbass.
Le référendum, il faut voir à quoi ça sert en fait. C'est pas un outil qui est bien sous tout rapport. Déjà, ça se traduit par une question simple à laquelle on doit répondre oui ou non. Et cette question, ce sont souvent les gens qui proposent, qui ont le pouvoir, qui l'écrivent. Parce que ça peut influencer pas mal le choix des citoyens. En 1938, par exemple, Hitler a demandé aux Allemands de se prononcer sur l'annexion de l'Autriche par le Reich à l'aide de ce bulletin de vote. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le oui était légèrement avantagé par rapport au non. Et même quand c'est pour une bonne raison qu'on fait un référendum, il n'y a rien qui garantit que le résultat sera pris en compte par ceux qui ont le pouvoir. Rappelle-toi du référendum organisé par le gouvernement de gauche en Grèce en 2015. Les gens ont refusé le plan d'austérité proposé par les institutions internationales, mais le gouvernement de Tsipras a quand même signé. Le référendum, ça peut pas marcher sur tous les sujets. T'imagines si on faisait un référendum pour chaque loi? La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, les gens qui avaient été désignés, ils ont été documentés, ils ont rencontré des experts, ils ont passé vachement de temps. En Suisse, où ils font des référendums régulièrement, ils en font quand même pas tous les 2 jours. Ça prendrait vraiment trop de temps de se documenter à chaque fois, ou alors on ferait des référendums sans être informé. Ouais, donc t'es contre le référendum en fait. Non, pas forcément. Tu vois, le RIC révocatoire, par exemple, c'est intéressant parce que ça permettrait de moraliser la vie politique sans y mettre de la morale, juste en foutant les chocottes aux politiques qui auraient envie de se payer des chemises aux frais du contribuable, tu vois. Et puis sur des grands sujets qui divisent la population, comme le nucléaire ou les retraites, j'y serais même à fond pour. J'y serais à fond pour. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que si l'élection n'est pas un outil démocratique, le référendum et le tirage au sort, qui eux en sont des outils démocratiques, ils sont pas forcément sans risque, ils sont pas sans défaut. Disons qu'en fait, ce qui serait sans doute pas mal, c'est qu'on essaie de trouver un moyen de rendre tous ces trucs complémentaires, tu vois. Il n'y a pas besoin de les opposer, quoi. On pourrait, je sais pas, élire des spécialistes, tirer au sort des parlementaires, renvoyer chez eux par référendum des élus ou des tirés au sort qui font mal le boulot, et finalement on aurait une démocratie plus démocratique, plus efficace. Tu crois pas? Ouais, grave. Bon, pour l'instant, on va quand même voter. Allez.